Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la saison du LGF. Oui, c'est vrai qu'alors ça paraît un peu particulier parce que c'est vrai qu'en fin mois d'août on parle plus de rentrée que de fin de saison. Nous on a été là tout l'été, donc du coup pour cause, c'est notre avant-dernière émission avant le retour de la rentrée pour nous le 6 septembre, Inch'Allah. Avec vous et de nouveaux chroniqueurs et des chroniqueurs que vous connaissez. Le mercato des chroniqueurs a commencé. Ravi de vous retrouver pour cette dernière avec un programme, ma foi, très sympathique et très varié aussi, puisque nous allons parler d'Haïti dans un instant avec notre invité Pascal Drouot, qui est spécialiste des relations internationales, géopolitologue, spécialisé dans tout ce qui est Amérique du Sud. On parlera de la situation d'Haïti après ce terrible tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts en espace de quelques heures. Un tremblement de terre d'une intensité importante de 7,3 sur l'échelle de Richter. Une île, parce que c'est une île, évidemment, qui est, ma foi, frappée durement et régulièrement par ces tremblements de terre, inondations et qui plus est la tempête qui arrive aussi sur les Caraïbes, qui ne va pas arranger les choses, bien entendu. On parlera aussi de la situation des salles de musculation, des salles de sport qui font face et qui sont à l'épreuve avec le pass sanitaire. Nous serons avec deux influenceurs et coachs qui seront avec nous pour nous donner et illustrer justement les difficultés que ces salles de sport peuvent rencontrer avec ce pass sanitaire. Et puis nous reviendrons avec l'Algérie et cette affaire Jamel Bensmaïn et les révélations qui continuent, qui se poursuivent avec un conseil de sécurité qui a eu lieu hier en Algérie, présidé par le président Abdelmadjid Tebboune. Et on a désigné donc des groupes qui seraient à l'origine des incendies et de l'assassinat de Jamel Bensmaïn, à savoir le MAC et Rachad. Nous en reparlerons évidemment. Vos avis nous intéressent sur cette affaire terrible, sur ce drame terrible, sur cet assassinat, acharnement. Et les mots encore sont faibles par rapport à ces images horribles que l'on a pu voir concernant cette affaire donc en Algérie. On y reviendra tout à l'heure à 17h30. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui Tarek Sassi. Comment ça va, mon Tarek ? Ça va très bien, mon cher Christophe. Tu m'as beaucoup manqué. Ah bon ? Ah bah oui, la radio m'a manqué. Franchement, toujours heureux d'être là, hein, et toujours heureux de développer des thématiques spéciales avec toi, entre autres sur la salle de musculation avec deux invités de choix, Nash Befit, coach, influenceur et compétiteur en bodybuilding, et Marvel Fitness, le fameux Marvel Fitness, le grand Marvel Fitness, qui est influenceur aussi, coach et spécialiste sur le domaine de la musculation, le business de la musculation et les salles de musculation. Eh bien, rendez-vous tout à l'heure à 17h pour découvrir tout cela, évidemment. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui s'essaient à la musculation. Qui s'essaient, j'ai bien dit. Voilà. Tarek qui est avec nous donc, et la belle histoire aussi. Comment ça va, la belle histoire ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, je te remercie. La belle histoire qui sera avec nous pour ces deux dernières, n'est-ce pas ? Absolument. Et demain, et demain en différé. Avec deux interventions enregistrées, l'une pour parler du nouvel Europe 1 qui arrive à partir de lundi, avec pas mal de têtes qui ont tombé, donc ce sera une Bolloré parce qu'il le vaut bien. C'est ça, oui. et une petite chronique dernière avant les vacances, je réserve la surprise. Très bien, eh bien, hâte de la découvrir cette surprise. Le collectif anti-crack, il en est où, mon cher Tarek ? L'occasion de nous en donner, d'en parler un petit peu. Alors, rien n'a changé, c'est de pire en pire. On parle de la situation, pour ceux qui nous écoutent en province, de la situation du 18e arrondissement de Paris, principalement. 18e, 19e, une partie du 20e aussi avec Colonel Fabien, 10e, 11e, 9e, on a des cas qui sont répertoriés partout, 12e, on a quasiment un ensemble de Paris qui est touché, on a des retours sur le 15e aussi, parce que le 15e a toujours eu le comité des sans-logis. Et clairement, moi je vais parler pour mon quartier, Marx-Dormois, qui est sur La Chapelle, Porte-la Chapelle. Je vais faire une demande à la préfecture pour qu'on change le nom de la station. Je pense que Marx-Dormois, c'est pas possible, on doit l'appeler Moyen-Âge Dormois, parce que clairement on vit au Moyen-Âge là-bas. Vu l'état de décomposition, d'insalubrité et de recul qu'on a ici, je veux dire... on n'est plus au 21e siècle, hein. Vraiment, on n'est plus au 21e siècle. Il y a une dominance de l'ultraviolence et de l'insalubrité, c'est très très grave. Insalubrité dans le quartier ? Ouais. Ça se traduit comment pour qu'on comprenne ?
Seringues, pipe à crack, ça fume et ça fait des vapeurs de crack dans les rues, que ce soit la rue de Torcy, la rue Marx d'Ormois, près des enfants, ça s'en fout totalement, sur le parquet Hall dans le 19e, quand vous descendez le long de la rue Riquet est devenue une rue extrêmement dangereuse. Ah ouais? La rue Ordener. J'ai habité à côté, moi, c'était sympa cette rue, enfin, rue Crimée exactement. Mais tu sais, c'est un ami du 5e arrondissement qui m'a fait découvrir tout ce qu'il y avait dans la rue Riquet, mais aujourd'hui la rue Riquet qui amène vers le canal de l'Ourcq, elle est devenue une zone de non-droit, elle est devenue Cracopolis. Ah ouais, c'est hallucinant hein, quand on entend ça même, la belle histoire. En effet, ce qui montre bien que la rue, en fait, je pense que Tarak, comme tu dis, la rue, en tout cas la station de métro et la rue Marx d'Ormois a déjà été rebaptisée par les politiques, ils l'ont rebaptisée en Dormois. Et pour le coup, ça a bien marché, hein, parce que voilà. Ça a très bien marché. Ouais, malheureusement. Le quartier est c'est vrai, très compliqué. Tu le disais avec des violences aussi, des violences régulières. Ah, constante. On a le cas, par exemple, d'un Tunisien sans papier qui est totalement perdu, qui est sous crack et qui fait de l'exhibitionnisme, de la mendicité agressive, des agressions. Et la police, malgré qu'on on l'ait montré du doigt, on a dit voilà, cette personne-là n'a toujours pas fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. On comprend pas quels sont réellement les moyens qui sont donnés sur cette lutte. Je pense que les gens sous-estiment trop la toxicomanie. La toxicomanie a ravagé des villes entières sur le continent américain. Je ne vais pas vous parler spécialement des États-Unis, du Canada ou quoi que ce soit. C'est du nord au sud. Il y a un ravage de la toxicomanie du nord au sud. À cause du crack. Le crack est l'un des pires fléaux que le monde vit aujourd'hui. Il est installé au Maghreb, il est installé dans tous les pays subsahariens, et c'est une drogue qui ne coûte pas cher à produire. Et puis évidemment, ceci illustre ce qui se passe depuis plus d'un mois et demi, cette extrême violence à Marseille, avec un gamin de 14 ans qui est décédé, un autre de 8 ans de blessés, des images aussi terribles auxquelles... beaucoup trop de médias s'habituent finalement et il ne faut pas parce que la violence touche les gens de plus en plus jeunes. Tout cela évidemment des trafics de stupes qui sont à l'origine de ces conséquences, de ces drames qui surviennent régulièrement à Marseille. Donc grosse pensée évidemment pour nos amis marseillais et pour encore une fois ce drame. Et bravo à Samia Ghali qui est encore une nouvelle fois monté au cran. Au créneau aujourd'hui dans les médias pour dire stop, pour dire ça suffit, il faut dire que il faut que ça bouge, il faut que ça change et il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. C'est ce qui manque aussi chez toi Tarak, mais c'est ce qui manque aussi à Marseille. Ouais. La volonté politique de pouvoir en terminer, en finir. On installe en fait en quelque sorte un libéralisme et un ultra-capitalisme qui est digne des États-Unis, mais qui dit ultra-capitalisme dit des besoins à pourvoir qu'il faut savoir compenser, et ça amène à l'ultra-violence. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a cette ultra-violence qui est en train de bouffer les pays européens, les pays méditerranéens, et il n'y a pas réellement de décision politique ferme pour justement lutter contre ça. Absolument. Bon, et bien voilà, l'occasion nous en a été donnée de parler un petit peu de tout cela, et c'est pas franchement des bonnes nouvelles. En tout cas, on espère qu'il y aura une volonté politique, on espère que les choses vont changer et que on ne puisse plus voir ce genre d'image comme on a vu cette nuit à Marseille. Un gamin de 14 ans qui meurt, un autre de 8 ans qui est blessé par balle à Marseille. Ça se passe comme ça, à coup de balles. Christophe, c'est terrible, hein. Rappelle-toi aussi qu'en début de semaine, on a eu la même chose en Seine-Saint-Denis. Ouais. C'est vrai que c'est régulièrement le cas. Et il faut surtout pas s'habituer. Voilà, ce sont des mères qui pleurent, ce sont des familles endeuillées. Pour de la merde, quoi. On va le dire franchement. Clairement. Franchement, on le dit franchement, c'est de la merde. Voilà. Clairement. Dans un instant, on va parler d'un pays, d'une île oubliée. C'est triste, mais elle a été oubliée pour le coup. Pourtant, plus de 2000 morts. Il n'a pas fallu bien plus pour qu'on n'en parle pas dans les médias. Et c'est regrettable, cette situation d'Haïti. On va faire un peu le point. Nous aussi, essayer de rattraper un petit peu nos connaissances sur Haïti, sur ce peuple digne et courageux, sur cette île meurtrie.
encore une fois par un terrible tremblement de terre survenu il y a quelques jours de 7,3. Nous serons avec Pascal Drouot. Il est spécialiste des relations internationales, géopolitologue, avec nous dans un instant dans le LGF. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 tous les jours entre 16h et 18h avec cette avant-dernière émission avant les vacances pour nous avec Tarek Sassi qui est avec nous, la belle histoire aussi, et notre invité avec qui nous allons parler d'Haïti et de ce qui est arrivé il y a quelques jours, à savoir ce terrible tremblement de terre. Très fort tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, très important sur un pays, sur une île déjà fortement touchée, secouée politiquement, mais aussi, on s'en souvient en 2010 avec un terrible tremblement de terre, des inondations aussi en 2012. Haïti qui est vraiment pas épargné pour le coup, et pour en parler avec nous, un spécialiste des relations internationales et plus particulièrement aussi de l'Amérique latine, Pascal Drouot est avec nous. Bonsoir Monsieur Drouot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, l'occasion de nous en donner avec vous, si vous le voulez bien, d'évoquer la situation d'Haïti. D'abord la situation après ce tremblement de terre, je le disais très fort, 7,3, c'est quand même très puissant. La situation aujourd'hui, est-ce que d'abord l'ensemble d'Haïti a été touché ou est-ce qu'il y a des zones plus particulièrement frappées avec un bilan terrible? On parle de plus de 2200 morts. Oui. Alors, tout d'abord, pour pouvoir répondre à votre question, je crois qu'il faut bien resituer où est Haïti et pourquoi, en effet, aujourd'hui on parle d'un séisme et en même temps de l'arrivée d'ouragans, etc. Haïti, c'est un pays des Caraïbes. Ouais. C'est une île qui est partagée entre deux pays, Haïti et la République dominicaine. Tout à fait. Avec deux réalités d'ailleurs totalement différentes. Haïti ayant une économie qui est 10 fois moins importante et riche que celle de la République dominicaine, alors que l'on est sur le même territoire. Haïti, c'est donc la partie de cette île qui est à la croisée de deux failles, si vous voulez. Il y a une faille au nord, une faille, on va dire, américaine, et une faille au sud, des failles où régulièrement il y a en effet une activité sismique et avec des séismes qui peuvent dépasser la magnitude de 7. Vous l'avez très justement rappelé, et cela arrive, on va dire, à peu près régulièrement, malheureusement, un peu tous les 50 ans. Sauf que en janvier 2010, il y a eu un autre séisme extrêmement violent, de la même magnitude, mais qui avait conduit à entre 200 et 300 000 morts. Ouais. Destruction d'une partie de Haïti, de Port-au-Prince, qui est la capitale de Haïti. Alors, ce séisme, il a frappé le sud de l'île, des villes comme Les Cayes, qui sont une ville totalement dans le sud, une autre ville, Jérémie, qui avait elle-même déjà été touchée en 2016 par un ouragan qui avait dévasté cette ville. Je m'y étais rendu et j'avais vu l'immensité des destructions. Donc c'est vrai que Haïti est un pays qui est à la croisée, on va dire, des catastrophes naturelles. C'est terrible. Des séismes, il y a deux failles sur ses côtes et elle est cette partie de l'île sur la voie, on va dire, des ouragans qui chaque année traversent cette partie de la Caraïbe. Alors, une situation aussi d'extrême pauvreté, vous l'avez souligné Pascal Drouot, et pour mettre au rendu par exemple en République dominicaine, effectivement la situation n'est pas tout à fait comparable et pas du tout d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai pu constater, vous allez peut-être me confirmer, c'est effectivement le peuple haïtien qui vient essayer de gagner sa vie en République dominicaine, et j'ai l'impression que les Dominicains font preuve à leur égard d'un peu de suffisance et les exploitent même d'ailleurs dans beaucoup de travaux difficiles et compliqués. Je pense par exemple à cette image que j'ai d'Haïtiens travaillant en plein soleil, refaisant les routes en République dominicaine. Il y a ce rapport vraiment qui existe ? Alors, je ne dirais pas qu'il est inscrit structurellement dans la relation entre les deux pays, ce n'est pas le cas. Ce qui est certain, et ça transparaît dans votre témoignage, c'est qu'en effet, la situation économique et sociale entre les deux pays est totalement différente.
Haïti, d'abord, c'est quoi? C'est qui ce pays? C'est le deuxième pays des Amériques qui a été indépendant après les États-Unis. Haïti, c'est le pays indépendant en 1804 qui a lutté contre l'esclavage et qui donc a porté certaines valeurs et qui incarne certaines valeurs en étant, d'autre part, le seul pays francophone de la région. Ouais. Donc nous sommes quand même dans un pays qui est un repère dans la région des Caraïbes. Ceci étant, depuis son indépendance, c'est vrai qu'une mauvaise gestion du territoire et durant toutes ces 70 dernières années, un pouvoir autoritaire, pour ne pas dire dictatorial. Je rappelle le régime, les présidences de François Duvalier et de son fils, Jean-Claude, des années 50 aux années 80, on les connaît tous comme Papa Doc ou Baby Doc, vous avez dû l'entendre, qui incarne un autoritarisme, une gestion approximative du pays, qui a accéléré au fil des décennies une pauvreté, un appauvrissement de ce pays, et on le voit, vous l'avez rappelé, alors même que cette île regroupe deux États qui sont totalement différents. La République dominicaine, c'est 10 fois le PIB, le produit intérieur brut, de Haïti. C'est un pays qui a développé sa dimension touristique, et il est certain qu'il y a une forme de flux migratoire entre Haïti et la République dominicaine. Mais la République dominicaine, elle ne peut pas tout non plus. Et c'est pourquoi elle a pris elle-même des mesures pour à la fois contrôler le flux migratoire et pour ne pas accepter recevoir toujours plus au fur et à mesure qu'il y a des catastrophes de populations haïtiennes qu'elle ne peut pas absorber. Donc c'est vrai que c'est une main-d'œuvre, ce que votre témoignage rappelle, que oui, évidemment, il y a une main-d'œuvre pauvre, une main-d'œuvre à bon marché, qui est sans doute utilisée en République dominicaine sur cette île qui est partagée entre deux États qui ont deux visages totalement différents. Des erreurs successives politiques, vous nous disiez donc concernant Haïti. Et cette image, il y a à peine un mois, l'assassinat du président d'Haïti. Ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi à signaler. Oui. Alors, c'est évidemment un événement dramatique, mais là encore, il faut l'inscrire parce qu'on a l'impression que l'on fait en ce moment une addition des catastrophes. Haïti, l'assassinat donc de son président au début du mois de juillet, dans la nuit du 7 au 8, c'est la conclusion là aussi de toute une dérive, d'un blocage institutionnel, d'un blocage politique accumulé au fil des années dans un pays qui est réellement confronté à des défis majeurs en matière de problèmes de développement, des défis majeurs en matière de crise économique et sociale, à laquelle d'ailleurs vous devez rajouter la problématique sanitaire et la gestion de la Covid-19, parce que ces pays sont également touchés par cette épidémie. Et donc c'est vrai qu'il y a un blocage politique totalement profond, une crise institutionnelle, des luttes sur la fin du mandat présidentiel, la montée en puissance des gangs, naturellement, dont certains ont pris le contrôle de certains quartiers de la capitale, et une enquête est en cours, espérons qu'elle fera apparaître les commanditaires de cet assassinat, mais en effet, un assassinat terrible du président Jovenel Moïse, pour qui certains avaient terminé son mandat au mois de février dernier, et lui défendait la position tendant à dire qu'il était encore chef de l'État pendant 1 an, le temps d'amener de nouvelles élections qui pourraient être représentatives. Ceci étant, Haïti est confronté à de tels problèmes économiques et sociaux, les 3/4 de la population travaille dans une économie informelle, qu'il est vrai que la participation à des élections, quand la priorité première de la majorité de la population est d'arriver à se nourrir,
paraît évidemment illusoire. On peut parler de véritables cartels sur place à Haïti ? Alors, ce ne sont pas des cartels, mais oui, il y a des gangs, comme dans certains pays du continent latino-américain. Hein. Oui. Le cartel fait référence au trafic de drogue. Et il y a bien évidemment un trafic de drogue sur place, mais là, pour le coup, ce sont des gangs, ce sont des bandes organisées, autonomes, armées, qui, évidemment, dans un pays où l'État est faible et n'a pas les moyens sécuritaires de faire respecter son autorité, eh bien, prennent de facto une part de cette autorité dans certains quartiers ou certains endroits du pays. Est-ce qu'il y a un horizon qui se dégage après, évidemment, ces différents drames successifs et notamment ce tremblement de terre, mais politiquement parlant, après l'assassinat du président début juillet, est-ce qu'il y a un horizon un petit peu plus éclairé qui se profile, qui se dessine sur une éventualité peut-être de trouver une formule qui pourrait peut-être faire remonter un petit peu le pays, le faire sortir un petit peu de l'eau, quoi? Ouais, alors c'est en effet le défi majeur qui est posé aujourd'hui. Alors, pour répondre très précisément à votre question, c'est un État, il y a tout de même un cadre institutionnel qui est quand même établi. Aujourd'hui, le Premier ministre, qui avait été désigné par le président assassiné il y a bientôt 2 mois, Monsieur Ariel, a donc assumé ses fonctions de Premier ministre par intérim, et une de ses priorités va être, au niveau purement institutionnel et politique, d'amener à de nouvelles élections, des élections à la fois parlementaires. C'est un pays où le mandat des parlementaires s'est achevé il y a plusieurs mois. Donc là aussi, il n'y a techniquement plus de parlement. Donc il faut absolument qu'il y ait des élections législatives qui se tiennent. Et puis la définition d'un agenda présidentiel avec l'élection d'un nouveau chef de l'État, déjà pour fixer le cadre institutionnel. Secondo, évidemment, l'autre priorité, c'est de rassurer la communauté internationale. Pour que vous ayez une idée, lors du séisme de 2010, où on estime, et les chiffres sont énormes, et l'estimation est en soi dramatique, entre 200 et 300 000 morts, les États-Unis sont intervenus sur le plan humanitaire par l'envoi de plus de 16 000 personnes. L'Europe en a envoyé 1600. Donc je dirais, il y a une présence de la communauté internationale, mais bien évidemment, et on voit bien que ça ne fait pas tout. À partir du moment où un cadre n'est pas fixé, où l'horizon, comme vous le rappelez, n'est pas défini, et que l'on ne s'y tient pas, et donc que l'on ne voit pas une lueur à la sortie du tunnel, l'incertitude grandit, l'instabilité s'installe de facto, et évidemment il faut sortir de ce cycle infernal. C'est en tout cas au cœur et dans le cœur d'une feuille de route qui est portée aujourd'hui par le Premier ministre par intérim Ariel. Au niveau géopolitique, Monsieur Pascal Drouot, qui est notre invité aujourd'hui, que pèse Haïti à l'échelle du continent ? Haïti est le seul pays du continent américain, latino-américain, j'inclus la Caraïbe, qui fait partie des pays les moins avancés en termes de développement. Donc Haïti est un symbole à la fois en termes de défense de sa langue, le créole, mais aussi la langue française, bien évidemment. C'est un symbole au niveau de l'histoire du continent américain, hein, comme je vous disais en introduction. C'est le 2e pays à avoir gagné son indépendance dès le début du 19e siècle, en 1804. Mais évidemment, le poids, par ailleurs, politique, le poids en matière de politique étrangère, on va dire régionale, est extrêmement réduit, naturellement. Quel type de population Haïti ? Est-ce qu'on a affaire à une population extrêmement jeune, plus de femmes que d'hommes, si on pouvait faire un petit peu une espèce de graduation ? Oui, alors c'est une population, oui,
la majorité de la population est jeune, plus de 60% de la population a moins de 30 ans, 25 ans. C'est une population, comme je vous disais, qui parle le créole, le français, qui est majoritairement d'ailleurs catholique. Oui. Voilà, c'est une population qui est qui provient de la mixité qu'il y a eu tout au long de son histoire. Il y a eu, c'est un pays qui a connu l'esclavage, où il y a eu une population africaine qui a été installée au XVIIIe et au XIXe siècle, donc elle est majoritairement noire. Maintenant, c'est une population qui est éclairée, c'est-à-dire qui s'intéresse, qui a du sens politique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Haïti fournit de nombreux artistes. Haïti est un pays où il y a une activité artistique, des peintres notamment connus, parce que l'imaginaire haïtien a toujours été une des spécificités de ce pays. Donc c'est vrai que ce pays, c'est un pays attachant, c'est un pays qui souffre, qui a intégré la souffrance. Il y a d'ailleurs beaucoup de vaudou en Haïti, cette pratique-là, qui puise dans des racines anciennes, mais c'est un pays qui résiste, qui a absorbé, qui a intégré la notion de la souffrance, mais pour autant qui est très résilient. Puis il y a tout de même des cadres. Vous avez des cadres formés, notamment dans certains secteurs économiques. Je pense par exemple au secteur énergétique. Il y a une centrale électrique à la sortie de Port-au-Prince qui s'appelle Péligre et qui rassemble des cadres, qui rassemble des personnes formées à la problématique énergétique et électrique. Et puis on est aujourd'hui à l'ère du numérique. Vous êtes quand même dans une sphère Caraïbe où le tourisme d'une part, mais également où la République dominicaine à côté, Cuba, les États-Unis ne sont pas loin. Tout cela contribue évidemment à sensibiliser malgré tout une population à un environnement international qui est posé. Il faut y rajouter aussi, j'ai envie de dire peut-être, alors que ça va peut-être avoir moins de conséquences, mais quand même, ce passage de quelque chose que les Caraïbiens et les Haïtiens connaissent parfaitement, c'est les tempêtes. On est en pleine saison, oui. Et là une tempête est en train de traverser les Caraïbes et passera oui. Forcément oui. Sur Haïti. Il faut craindre des choses, Monsieur Drouot, ou pas? Alors, c'est Grace qui est arrivé, de toute façon, ce sont des pluies importantes. À partir du mois d'octobre, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, ouais. En effet, cette région est traversée par des ouragans, des pluies importantes. C'est la saison des pluies. 1. 2. À partir du moment où le pays est soumis régulièrement, d'une part, à des catastrophes naturelles, ouais. Qui abîment des infrastructures, qui détruisent et qui peuvent déstructurer le cadre établi, il est bien évident qu'une accumulation ne peut que générer des drames toujours plus profonds. Donc, un séisme avec malheureusement plus de 2000 victimes et des destructions importantes dans le sud du pays, auquel vous allez ajouter maintenant des pluies, et d'ici le mois d'octobre, malheureusement, sans doute encore un passage d'un ouragan. Ça ne peut évidemment que aggraver déjà ce cadre avec des infrastructures qui sont totalement abîmées. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Mirebalais, c'est une ville à l'intérieur du pays qui a connu le séisme de 2010, qui a connu l'ouragan Sandy en 2012 et qui a connu l'épidémie du choléra, qui a été dans toute l'histoire mondiale du choléra le lieu où l'épidémie a été la plus violente. C'est-à-dire que Mirebalais est traversé par une rivière. En haut de la rivière, certaines personnes vivaient, se servaient, on va dire, se baignaient dans la rivière, avaient le choléra, qui descendait par l'eau jusqu'au village. Il est 8 heures du matin, à midi les personnes tombaient malades, à 14 heures elles étaient décédées.
Ça a concerné plus de 6 000 personnes. Donc, pour dire la force de la résilience, la force et la violence des drames réguliers qui frappent le pays dans son ensemble et précisément certains endroits, et pour autant, Haïti continue à essayer d'aller de l'avant. Est-ce qu'on peut parler, le mot est peut-être un peu fort, mais j'ai envie de dire, l'île est partagée entre deux pays, donc la République dominicaine et Haïti. Est-ce qu'on peut parler de terre maudite ? Alors, bien sûr que le terme est très fort. Oui. Je sais pas si on peut dire qu'elle est maudite, parce que évidemment ça ne laisse plus cours au moindre espoir. Mais il est vrai qu'il y a une réalité en fait géographique. Oui. La malédiction, c'est que en fait le pays n'arrive pas à retrouver un cadre qui permettrait de fixer une ligne stratégique qui répond aux défis en termes économiques, sociaux, de lutte contre le sous-développement, par la mise en place d'infrastructures qui permettent de répondre, au séisme, on sait quand même y répondre. On sait quand même assurer des constructions qui résistent au séisme. Construire des ponts qui ne sont pas détruits quand la rivière déborde, etc. Donc il y a tout de même un cadre structurel, technique, qui fait aujourd'hui défaut et dans sa dimension cumulative conduit au drame que l'on connaît. Pascal Drouot, on va quitter. Merci beaucoup d'abord de nous avoir éclairé sur Haïti. C'était très très intéressant. J'espère que nos amis auditrices et auditeurs ont vraiment avalé vos paroles, soif de savoir sur un endroit qu'on connaît peu. Même pour certains, pour avoir été peut-être en République dominicaine, mais quand on va en République dominicaine, on va très peu de chances qu'on aille à Haïti. Et pourtant, il y aurait peut-être de belles choses à voir aussi du côté d'Haïti. Juste une question rapidement pour finir sur l'actualité, l'Afghanistan, le retour des talibans, Monsieur Drouot, en tant que spécialiste des relations internationales, qu'est-ce que ça vous évoque comme sentiment ? Écoutez, le retour est un mot qui conduit à un débat parce que les talibans ne sont jamais partis. Vous avez raison. Depuis 2001. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit moins du retour que je dirais ces 20 dernières années, un débat que les forces internationales qui étaient présentes doivent ouvrir sur comment en est-on arrivé là. Et c'est vrai que on sait parfaitement que malgré ces sommes gigantesques qui ont été déversées en Afghanistan, qui est un pays en effet stratégique en Asie centrale, mais qui a une réalité par ailleurs qui explique qu'il est difficile pour des forces extérieures d'y rester. On l'a vu avec l'ancienne URSS dans les années 80, on vient de le voir avec notamment les États-Unis, mais on l'a vu aussi, on va dire, au fil de l'histoire et de l'Antiquité. Les talibans, ils se sont appuyés dans une stratégie de guérilla sur des bases rurales. Est-ce que c'est inquiétant, Monsieur Drouot, pour finir, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes, est-ce que c'est inquiétant ? Il est certain que c'est une bascule du monde. Et bien sûr, c'est inquiétant pour l'Europe, c'est inquiétant pour tous ceux qui ont lutté contre et ont été victimes de terrorisme. Donc oui, c'est un point de bascule qui ouvre une nouvelle réalité qui va être en tout cas un des points essentiels sur lesquels la France notamment va devoir veiller dans les mois à venir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Drouot, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur France Maghreb 2. Dans un instant, les amis, on va parler de tout à fait autre chose. Du pass sanitaire et des difficultés rencontrées par les salles de sport et par, bien sûr, les salles de musculation, bien avec coach et influenceur avec nous dans un instant. Christophe sur France Maghreb 2.
C'est l'été sur France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. Eh ouais, c'est l'été les amis, mais c'est pas encore tout à fait les vacances pour nous. Bon, on attendra encore un petit peu demain, ça y est, ça devient bon les amis. Nous parlions il y a quelques instants, Tarek Sassi est toujours avec nous, la belle histoire aussi, il écrit sa chronique de fin d'émission. Je suis sûr qu'il va te gratiner un petit peu tout à l'heure. Ouais, tu vas subir un peu de bisoutage mon cher Tarek. Ah bah on va faire avec. Ouais, Tarek Sassi avec nous sur France Maghreb 2. Nous parlions il y a quelques instants, disais-je, donc de Haïti, évidemment de cette situation dramatique suite à ce tremblement de terre gravissime, d'une importance quand même assez considérable, 7,3 sur l'échelle de Richter, imaginez-vous, plus de 2400 morts, Haïti qui n'en est pas à sa première, puisqu'on se rappelle du tremblement de terre de 2010 qui avait fait là 200 à 300 000 morts, c'était très très violent, ensuite l'ouragan en 2012, enfin Haïti est régulièrement concerné par des tremblements de terre, par des ouragans, et évidemment dans un pays qui est extrêmement pauvre, avec une difficulté politique que vous avez écouté il y a quelques instants avec notre invité Pascal Drouot, que nous remercions de nouveau. Pour l'heure, on va parler d'un autre sujet, mon cher Tarek. Alors pour être tout à fait transparent avec les auditeurs, c'est toi qui me l'as suggéré et tu as bien fait de le faire, parce qu'effectivement on parle beaucoup du pass sanitaire depuis sa généralisation en France, différents domaines que nous avons explorés, et on en avait presque oublié un domaine très important, un centre d'activité pourtant très prisé, notamment chez les jeunes, c'est les fameuses salles de sport, les salles de musculation, qui doivent, elles aussi, Tarek, faire face au pass sanitaire. Pourquoi tu souhaitais qu'on en parle vraiment aujourd'hui ? Alors, au-delà bien sûr de l'aspect emploi, l'aspect économique, les salles de musculation sont importantes pour la santé, elles sont importantes aussi sur des projets professionnels. C'est une honte de la part de la ministre des Sports d'avoir laissé Olivier Véran et Monsieur Castex considérer ça comme une activité de loisir. Et nos invités spéciaux, Nash Befit qui est compétiteur en bodybuilding, influenceur et coach, et le grand Marvel Fitness, désolé pour faire un petit peu de lèche-poule, mais c'est la vérité. Mais c'est quelqu'un voilà qui a toujours contesté, qui connaît bien ce business, qui est lui-même coach et influenceur, va pouvoir te dire les difficultés aujourd'hui que subissent les personnes qui pratiquent le sport, les conséquences de la crise sanitaire et ce pass sanitaire qui est en train de détruire une activité qui était en train de monter depuis 2010, qui a créé de l'emploi. Il y a quasiment, on peut dire qu'il y a quasiment autant de salles de musculation que de restaurants. Je laisserai nos invités peut-être me corriger, peut-être que j'en rajoute un peu, mais c'est aujourd'hui un secteur fort qui emploie, et les représentants de ces franchises qui ont décidé aujourd'hui de franchiser les salles qui sont installées partout en France et en Europe n'ont pas défendu nos intérêts en tant qu'abonnés, pratiquants de sport ou tout simplement associations qui organisent des activités là-bas, et surtout pour les professionnels qui travaillent en satellite avec eux. Alors on les accueille évidemment, Nash Befit est avec nous. Bonsoir Nash Befit. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Marvel, le grand Marvel est avec nous aussi. Bonsoir Marvel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah on va très très bien, ravi de vous accueillir. Pour faire simple, je vous connaissais pas, mais il paraît que vous êtes très très connu, évidemment, dans le monde du coaching et de l'influenceur. Alors, influenceur, ça veut dire quoi exactement, Marvel ? Pour moi, influenceur, c'est un peu un mot qu'on nous impose. Moi, je dirais plus que généralement, on est plus des... Car moi, je me vois plus comme un animateur. Ouais. À partir de ma chaîne, de mes réseaux sociaux, j'anime une chaîne pour la rendre plus ou moins divertissante, instructive pour les gens, d'un point de vue sportif, c'est-à-dire pour mon cas, tout ce qui va être bodybuilding, etc., sport plus ça veut dire, culturiste. Clairement, ça veut dire que si j'ai envie de me muscler, ce qui me ferait pas de mal d'ailleurs, je peux te suivre ? Exactement, c'est-à-dire vous allez trouver sur ma chaîne des tutos sur comment prendre du muscle, comment ça fonctionne, etc. Ah, ça m'intéresse. Pour pouvoir mettre une raclée à Tarek plus tard. Ça peut être bien ça. Très bien, tu nous donneras tout ça tout à l'heure évidemment. Nash Befit, influenceur aussi ? Non, honnêtement, ma réponse, ça serait à peu près similaire à celle que Marvel a donnée. C'est vrai que c'est un peu un terme passe-partout de dire influenceur. Influenceur, on va dire que ça vient du fait que aujourd'hui, à l'époque, on avait le téléachat. Ouais. Aujourd'hui, on a les influenceurs. Donc, en gros, c'est un peu devenu le nouveau téléachat, et je pense que c'est un peu de là que ça vient.
Moi-même, je me considérerais vraiment pas non plus comme un influenceur, plus comme un créateur de contenu et comme a dit Marvel, comme quelqu'un qui va essayer de divertir les gens en les instruisant. Mais c'est vrai que toi aussi, t'as une chaîne alors, hein. T'as une chaîne YouTube, c'est ça? Bien entendu, j'ai une chaîne du même nom que moi-même, c'est-à-dire NashBFit. D'accord. Alors les gars, vous avez 2 chaînes respectives. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'une et de l'autre? Moi, pour connaître un peu, enfin avoir vu un peu la chaîne de NashBFit, qui est un peu plus récente que la mienne, si je me trompe pas. Hein, ouais. Du moins ce que j'ai compris. Premier tacle. Non. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est vrai, je posais la question en vrai. Moi, j'ai un aspect qui est assez critique du monde du body ou du fitness en termes généraux, des influenceurs body en général. J'ai abordé ma chaîne dans un point de vue assez critique de ce monde-là. Il y a autant les dérives, les arnaques, même on peut dire, etc., etc. Donc moi, j'ai un aspect assez critique. Si je me trompe pas, NashB aussi a aussi cet aspect de certaines vidéos que j'ai pu voir de lui, aussi autocritique de cet univers-là. Il a un côté très professeur aussi, NashBFit, que j'apprécie. Et justement, avec lui, on comprend beaucoup de choses beaucoup plus facilement, surtout pour. C'est-à-dire qu'on comprend plus avec lui qu'avec toi, Marvel. Non, c'est ce qu'il est en train de te dire. On comprend aussi. J'ai compris. On comprend aussi avec Marvel, mais Marvel, il y a une dimension divertissement, caricature et critique qui est aussi très importante dans ce milieu. Et on va dire qu'il a décomplexé, il a fait cet effort, il a décomplexé. Et malheureusement, il en a un petit peu payé le prix. Et c'est dommage. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a des gens comme Marvel, NashBFit et quelques autres pour justement faire du bon contenu YouTube pour tout ce qui est musculation, fitness et autres. Alors rassurez-nous, messieurs, parce qu'on dit beaucoup que les influenceurs vont vivre à Dubaï. C'est pas votre cas? Pas encore, mais pas encore. Le jour où j'aurai fait le million. Ouais, très bien. Vous êtes suivis par beaucoup de monde sur votre chaîne respective de YouTube, là, les gars? Moi, un peu, et Marvel, énormément. Ah oui. C'est-à-dire à peu près combien de personnes qui te suivent, Marvel? Moi, sur ma nouvelle chaîne, parce que là j'ai créé une nouvelle chaîne, 80 000. Mais sur l'ancienne, j'étais à 160 000. Ah ouais. D'accord, ça rigole pas. Ils ont aussi leur base fan sur Instagram, où ils mettent des programmes. Il y a des sketchs très marrants de NashBFit que j'aime liker. Moi, je suis un petit poisson au milieu d'eux. J'ai les secpas de la musculation, dédicace. Vous faites pas 220 au développé couché, vous? Non, pas moi. Ah voilà, Tarek si, voilà. Alors les gars, soyons sérieux 2 minutes sur le pass sanitaire et les difficultés que les salles de sport peuvent rencontrer. NashBFit, pourquoi aujourd'hui le pass sanitaire est vraiment un poison, une difficulté supplémentaire qui apparaît pour les salles de sport et les salles de musculation? Pour le paradoxe que ça représente, on nous répète, à qui veut bien l'entendre, que l'une des meilleures manières de lutter contre la pandémie, c'est de venir justement avoir une meilleure hygiène de vie, d'améliorer sa santé. Oui. Mais en parallèle de ça, on rend quasi impossible l'accès au lieu qui est dédié à la santé. Tu vois, donc déjà de base, on part d'un paradoxe en fait. Mais pourquoi on rend impossible? Parce qu'à partir du moment où effectivement on est vacciné ou alors on produit un test PCR, on peut rentrer dans sa salle de sport, faire sa séance et y aller quand on veut finalement. Dans un sens, oui, mais maintenant, on en ramène un deuxième paradoxe qui est, on nous dit depuis un an que si vaccination il y a, elle ne sera pas obligatoire, mais en même temps, on met en place des mesures qui vont plus ou moins, et j'exagère à peine quand je dis ça, mais faire de ceux qui ne se vaccinent pas, limite un peu des rejets de la société. Donc en gros, on vient te dire qu'il n'est pas obligatoire, mais vous ne pourrez pas prendre soin de votre santé si vous ne le faites pas. Tu vois, donc déjà encore là, on assiste à un deuxième paradoxe. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait un peu que les gens... Et ce ras-le-bol, c'est qu'on est un peu entouré de paradoxes de part et d'autre, en fait. Mais Marvel, est-ce qu'on a constaté, par exemple, depuis la mise en place de ce pass sanitaire pour les salles de sport, les salles de musculation, une baisse de fréquentation? Moi, personnellement, je ne suis pas gérant de salle, donc je ne pourrais pas vous dire, mais de ce que j'ai pu entendre, des témoignages que j'ai pu recevoir, et de ce que j'ai pu voir aussi, la plupart des grandes salles, des grandes enseignes, ont vu en tout cas leur nombre, les adhérents, diminuer, c'est-à-dire en termes de présence. Ouais. Il y a de moins en moins de personnes. Je vois souvent des vidéos sur Twitter, des gens qui me disent « Oh, je suis tout seul à la salle, on est 2, on est 3 ». Donc effectivement, avec la mise en place du pass sanitaire, ça a entraîné une baisse des fréquentations des adhérents. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, pour revenir à ce que vous disiez, en gros que oui, mais ils ont juste à se vacciner et ils peuvent venir. En final, c'est pas grand-chose.
Oui, non. J'ai pas dit que c'était pas grand-chose, hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit que voilà, dans les faits, c'est voilà. C'était pas dire comme ça, mais bon, on pouvait l'entendre comme ça, du moins. Bah, pour moi, il y a aussi cet aspect d'obligation quelque part. Moi, je pense que les gens sont libres s'ils ont envie ou non de se vacciner, bah ils le font. S'ils veulent pas, voilà, ils le font pas. Donc, les gens ont cette sensation que c'est un chantage. Ils n'ont pas forcément envie de céder à ce chantage. Car clairement, pour moi, c'est un chantage qu'on leur impose. C'est pour ça que moi-même, je vous le dis, bon, je suis pas vacciné ici, hein, mais je compte pas le faire pour le moment parce que j'en ai pas vraiment le besoin. Moi, je peux aller dans une salle près de chez moi. On est moins de 50, une petite salle de mairie. On y va sans passe, il n'y a pas de problème. Donc, ça me va. Mais c'est vrai que si vraiment ça commence à s'imposer de partout, de part et autre, parce que je pense que ça va être ça au bout d'un moment, ce sera ça ou rien. On n'aura pas le choix, de toute façon ce sera l'obligation par l'État, donc ce sera soit on fera des trucs dehors, soit voilà, on ira tous se vacciner, voilà, on assistera à un État, j'ai pas peur de le dire, un État de dictatorial, quoi. Dictature sanitaire, ouais. Alors, pour la petite histoire, Christophe, normalement on devait avoir des gérants de salles de musculation, mais malheureusement aujourd'hui tous ces gérants sont franchisés et la franchise gère la communication de ces franchisés, de ces salles de musculation. Ça aurait été intéressant de les avoir. Et donc, le pire c'est qu'ils souffrent. Je vais pas nommer parce que je vais pas faire plus de publicité ou nommer ou discréditer une par rapport à l'autre, mais on peut citer le cas en Normandie d'une femme qui, vu que son chiffre d'affaires était en perte de vitesse, s'est retrouvée à dormir et à vivre dans sa salle de musculation avec son enfant. On peut citer le nombre de salles qui ont été fermées, qui ont été rachetées par le grand groupe qui s'est pressé de mettre le pass sanitaire que je ne nommerai pas, qui faisait du 24/24. Hein, on a tous compris, pas vrai Nage, pas vrai Marvel. Hein je veux dire, aujourd'hui, bon voilà, il y a eu une petite salle à un moment qui a résisté, qui a fait des dérives parce qu'elle avait ses connexions, qui aujourd'hui enlève les créneaux qui étaient réservés aux moins de 49 personnes pour faire totalement du pass sanitaire. Et encore une fois, ça a une espèce de bêtise juridique parce qu'on nous a demandé d'abord un certificat médical pour pouvoir nous entraîner et après on nous a demandé une ALD. C'est quoi une ALD? Maladie de longue durée, ou je sais plus comment ça s'appelle les gars, si vous pouvez me rappeler, que j'ai aussi. Longue durée. Ouais, donc en gros on a une affection de longue durée, donc on est obligé de s'entraîner, que ce soit mal de dos, compagnie ou je sais pas quoi. Donc on présente ça. Donc quelle est la valeur du pass sanitaire par rapport à ces certificats d'affection longue durée? Donc tout ça se superpose, ça devient n'importe quoi, et c'est en train de pourrir un secteur où vous avez des jeunes pour devenir coach, et mes amis pourront confirmer, qui doivent payer presque 10 000 € pour avoir leur diplôme. Donc ces gens-là investissent pour se retrouver dans un secteur qui est en crise et qui va les mettre au chômage au final. Ouais, Naj Béfit, en quoi les salles de sport, ce qu'évoquait Tarek, on peut parler d'une mise en danger de ce secteur? On peut même plus parler d'une mise à mort carrément, parce que pour moi-même, étant affilié avec un centre de formation de coach, et donc je suis en contact avec énormément de coachs, que ce soit des coachs qui exercent depuis longtemps ou des coachs plus récents, il y a beaucoup de coachs qui soit ont dû chercher des manières alternatives de vivre, et quand je dis manière alternative, je parle de personnes qui sont partis acheter un vélo et sont allés faire des Uber Eats ou des machins comme ça, parce qu'ils pouvaient juste plus s'en sortir en étant coach, parce que même si, en fait, on va dire qu'on passe 1 an en tant que professionnel de la remise en forme, où à chaque fois qu'on réussit à trouver une manière de vivre de nos qualifications et de nos diplômes, cette manière-là, elle est un peu enlevée en fait. On avait dit, ok, bon, il n'y a plus de salle, on va essayer d'entraîner dehors. Ça aussi, ça a été coupé. C'est bon, on peut retourner en salle, mais non, parce qu'il y a 50 personnes, il y a le pass. En fait, on va dire que depuis 1 an, dès qu'il y a une sorte de lueur d'espoir qui fait qu'on se dit, on va tout simplement pouvoir exercer notre métier. Au final, on ne demande pas une charité, on demande juste de pouvoir travailler comme plus ou moins n'importe qui. Et en fait, ça fait 1 an qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a une nouvelle loi qui vient et qui fout un peu cette solution en l'air. Donc, là, c'est beaucoup plus qu'une mise en danger. C'est littéralement, et sans soutien derrière, en fait. Plus désolé, trouver une solution, en fait. Dans le sens où, si tu veux, les autres emplois, les autres cœurs de métier vont toujours avoir des aménagements qui sont faits pour eux, que ce soit la restauration ou même les métiers en général, où ça va être, vous avez du chômage partiel, on va faire du télétravail, on va faire ci, faire ça. Quand tu es coach, tu es entrepreneur. Donc, en soi, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de rentrée d'argent. Au-delà du fait que sur les premiers mois de confinement, il y avait une aide qui était accordée aux coachs, et encore qui n'était pas astronomique, mais bon, on va dire que ça sauvait la casse, et qui, depuis plus de 6 mois, n'existe plus. Donc là, c'est vraiment livré à eux-mêmes. Quelle est la solution et qu'est-ce que vous demandez, Marvel ?
La solution, pour moi, ça elle est claire, ce serait d'en finir avec le pass sanitaire. Déjà, ça, ce serait bien. Hein. Très clairement que les gens puissent à nouveau aller s'entraîner, que les gens, j'ai envie de dire, on est aujourd'hui dans un système, notamment les grandes salles, hein, parce que comme il l'a dit Tarek, toutes les petites salles sont fermées, je veux dire, on n'en parle pas. Il y a énormément de commerces qui ont fermé à être dû au confinement, les confinements qu'on a subi l'année dernière, mais on n'en parle pas. Mais aussi, on ne parle pas aussi de certaines grandes enseignes qui ont bien profité justement de cette crise des petites salles pour eux s'en mettre, entre guillemets, en tout cas profiter, manger bien dans la gamelle, comme on dit. Moi, je sais que par exemple, dans une salle, pour s'inscrire, c'est très facile. Vous venez, vous payez, vous êtes inscrit. Quand vous voulez, par contre, vous désinscrire, parce que beaucoup ont voulu se désinscrire à cause du confinement, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais. Là, on vous dit d'envoyer un document d'avoir l'accusé de réception. Donc, ça démoralise pas mal de personnes qui, au final, restent inscrits sans pouvoir pratiquer. Ouais. Donc, ça aussi, cette dimension, j'ai oublié. Ouais, c'est important aussi, NHB Fit, là, ce que vient de dire Marvel, cette difficulté, parce que beaucoup, effectivement, à cause du confinement, ont dit, je vais peut-être arrêter mes abonnements, et ce fut compliqué aussi, hein. Ça devient super compliqué, ouais. Là, on le voit dans le sens où, déjà, de base, en fait, on assiste à une autre situation qu'on peut qualifier, je dirais, presque d'illégale, parce que, en soi, les termes d'un contrat ne peuvent pas être modifiés sans avenant. Ça veut dire que le contrat tel qu'il est, lorsque je l'ai signé, doit rester tel quel, et si quelque chose change, on doit soit me prévenir, soit c'est motif de rupture de contrat. Et on pourrait argumenter sur le fait que, dire du jour au lendemain, maintenant vous devez présenter un pass sanitaire, alors que moi, il y a 4 mois, quand je me suis inscrit, on ne m'a pas parlé de ça, c'est un motif de rupture de contrat. Sauf que, les salles vont répondre, non, vous êtes engagé pendant 1 an, donc il vous reste 8 mois sur votre engagement. Et c'est super injuste. Alors, j'ai envie de dire comme ça, d'un œil un peu extérieur, vous êtes influenceur, vous avez vos chaînes YouTube respectives. Finalement, que les gens aillent de moins en moins dans les salles de sport, ça peut éventuellement vous arranger, donc Marvel, pour vous suivre, vous puissiez être suivi par beaucoup plus de monde encore, non ? Pas forcément, honnêtement. On l'a vu avec le premier confinement, la plupart des gens se sont dit « Ah oui, il y aura encore plus de monde qui vont venir sur les réseaux, nous suivre plus de temps. » Bon, ça l'a été dans un premier temps. Moi, en tout cas, je l'ai vu quand je faisais mes lives dus aux écoles qu'on fermait, etc., etc. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, les gens étaient beaucoup plus présents. Mais en fait, le vrai problème, surtout dans notre domaine, c'est que même pour nous qui sommes pratiquants de musculation, je veux dire, on pratiquait plus. Au final, au bout de notre crédibilité. Ouais. Exactement. En fait, il y a eu l'engouement général pour la musculation a diminué. Donc, pour nous qui sommes des youtubeurs fitness, par exemple, moi-même, j'ai dû pas mal me réinventer et des fois venir explorer des sujets qui n'avaient rien à voir avec le fitness parce que moi-même, si j'ai accès à une salle, aller en salle, faire une séance et faire une vidéo, comment développer tel muscle, ça va parler à personne parce que personne ne peut aller à la salle. Ouais. Mais on peut travailler de chez soi quand même, NHB Fit. On peut. Même si on n'a pas le matériel. Ça suffira jamais. On peut ne pas avoir le matériel, mais il y a plein de choses à faire. Des exercices qu'on peut faire. On va dire que. Si tu me permets. Ouais. Si tu me permets, Nage, après, je n'ai pas leur diplôme ni quoi que ce soit, mais j'ai une expérience que j'ai bâtie là-dessus. On ne peut pas compenser ce qu'on va gagner avec un soulevé de terre ou un squat ou certaines choses qu'on va travailler en poids libre. En poids libre. C'est quoi un soulevé de terre ? Tiens, vas-y, explique-nous. Je te l'ai expliqué à plusieurs reprises. Mais d'accord, à moi, mais aux auditeurs, ils nous écoutent, quand tu pars avec la barre au sol, que tu as une bonne posture, que tu remontes, que tu la soulèves jusqu'à la limite de la taille, ta barre. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un des mouvements les plus importants. Par exemple, pour les lutteurs, les boxeurs, les gens de la MMA, ou même des gens qui pratiquent l'athlétisme pour leur stabilité et pour leur force. Et ça, je veux dire, on ne peut pas le travailler en faisant un programme style Domios, Décathlon, Sophie d'avant. Désolé d'avoir cité les marques. Ou tout simplement faire du sport à la Blanquer, comme il a fait. C'est une honte. Le sport, c'est quelque chose de sérieux. Le sport, c'est avant tout s'éprouver, souffrir, se dépasser. On aimerait bien se surpasser, mais malheureusement, il y a le pass sanitaire. Tu peux faire avec des parpaings, je sais pas. Dédicace, le jeu de mots. Faire avec des parpaings, Tarek, je sais pas, moi. Je l'ai fait, tu sais que je l'ai fait quand je suis revenu du Canada et qu'il n'y avait pas toutes ces salles, et que j'étais en dèche, que j'étais vraiment en Hesse. J'ai monté ma salle de musculation en rue. J'ai volé des pneus de tracteur au stade français, à Charletti. J'ai récupéré, tu sais, les plots là, de 26 kilos. Vous avez tous connu ça, les gars, qui sont au sol. On les a récupérés. On en avait moins pour 400 kilos. On a monté notre salle de musculation. On a monté notre cage à squat avec des barrières de police.
On a fait ça. Mais quand Fitness Park... Oh putain, je l'ai cité. Ça y est, il l'a cité. Et quand tous ces trucs-là sont arrivés et qui nous ont proposé le top à 30 €, on a accepté. Mais là, aujourd'hui, on peut pas se contenter juste du poids de corps. Et je suis désolé de t'avoir coupé la parole. Naj, je te laisse compléter. Non, en soi, ça rejoint ce que je comptais dire. De toute façon, on va dire que si tu veux, s'entraîner à la maison, c'est bien pour une personne qui débute ou c'est bien pour sauver la casse. Maintenant, dans une personne qui est dans une optique de performance et qui a atteint un certain niveau, et c'est le public que moi j'ai et c'est le public de Marvel, on peut pas du jour au lendemain dire maintenant on va parler aux débutants parce que notre public c'est pas ça qu'ils recherchent. Donc en fait, non, dans un cas comme dans l'autre, on aurait pu, il y a une hypocrisie qui a été faite par certains youtubeurs qui était un peu de dire non mais vous inquiétez pas, avec mon nouveau programme maison vous allez faire comme à la salle. La réalité c'est que non. Donc au final, on avait le choix entre perdre notre audience ou devenir hypocrite. Donc dans un cas comme dans l'autre, non, même en tant que youtubeur, on a été un peu mis au pied du mur, on va dire. Marvel, tu souscris ? Non, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est que on est limité. Moi, j'ai commencé les vidéos maison. J'ai même fait un défi. On va voir ce que ça donne pendant 4 mois que du poids de corps. Oui, je l'ai fait. Le défi, c'est que ça va, j'ai su me maintenir, mais j'ai pas pris et je sens que là, depuis que j'ai pu reprendre la salle, je vois le résultat, ça n'a rien à voir. Donc nous, avant tout, on parle de culturisme, de bodybuilding. Forcément, le poids de corps nous limite. Si je comprends bien, pour avoir une bonne musculature, rien ne vaut une salle avec les appareils adéquats et des exercices pour travailler. On peut pas comme ça. Moi, si j'ai envie de me muscler ou quoi, de changer un peu de morphologie, c'est pas à la maison que je vais y arriver. Si tu commences, oui. Si tu commences, t'es débutant, comme il a dit NHB. Nous, notre problème, c'est que nous, on a un public qui a évolué. Alors, on peut pas. Ça va, arrêtez de nous la raconter. Ça va. Non, mais on peut pas leur dire retirer à la vanne. Mais c'est vrai que quelqu'un qui commence ou qui fait juste du conditioning, de la condition, qui veut juste avoir une certaine condition physique, oui, il peut s'en sortir avec du poids de corps, des exos avec élastique, je sais pas, medicine ball. Oui, il peut se mettre en condition physique correcte. Mais nous, en tout cas moi personnellement, je crois que Nash Befit aussi, on était assez focus culturist body, donc forcément, sans poids conséquent, tout ça, c'est pas vous avez remarqué les gars que souvent les gens qui vous disent entraînez-vous à la maison, ils ont la même shape que Pierre Palmade ou Nicolas Sarkozy. La plupart c'est des moldus. Ou alors, autre hypothèse, c'est des gens qui ont une salle, mais ils ne vont le dire à personne. Et juste pour pouvoir vendre un programme poids de corps, ils vont dire regardez, moi le niveau je l'ai gardé alors que je m'entraîne à la maison. Mais en fait, ils vont à la salle quand personne regarde. Moi alors, je suis des caisses qui sont déjà vides. Merci monsieur Sarkozy. Messieurs, pour finir, on va rappeler vos chaînes respectives. Allez, Nash Befit. On peut te retrouver où sur les réseaux? Nash Befit. Sur Nash Befit partout, c'est Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, c'est tout Nash Befit. Tout Nash Befit. Marvel. Moi, c'est Marvel Fitness is back sur YouTube, Marvel Fitness sur Insta, Marvel Fitness sur TikTok et sur Instagram, Marvel Fitness partout. Sur Dive aussi, c'est pas ça, c'est Dive ton truc là à côté. On avait fait un live. D-Live, oui, D-Live, mais c'est Marvel Fitness sur D-Live. Voilà. Et n'oublions pas aussi que ça a creusé les écarts sociaux parce que vous-même, vous pouvez en parler. On n'a pas tous les moyens de se mettre en place un home gym, d'acheter du matériel. Et donc ça a creusé l'écart au niveau santé et au niveau social. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger, que ce pass sanitaire va pas trop durer. Bon, a priori, il est prévu jusqu'au 15 novembre. Est-ce qu'il sera prolongé? On le saura. Il sera prolongé. J'ai vu des contrats prolongés pour surveiller. Écoute, on n'espère pas en tout cas. Voilà, on n'espère pas pour beaucoup de monde, y compris pour vous et pour votre secteur, bien sûr. Je rappelle donc Marvel, coach et influenceur, Nash Befit également. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux Twitter, Instagram, YouTube, TikTok et tout ce qui s'en suit évidemment. Merci beaucoup messieurs et merci. Je vous prends quand vous voulez au développé couché, évidemment. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci. Je m'entraîne avec Tarek. Je vous recontacte dans un an. Merci les gars. Salut à tous. Merci beaucoup. Voilà, très bon moment. En tout cas, c'était très sympa. Allez les suivre. Même si vous êtes débutant, vous pouvez aller suivre. On peut toujours rattraper, Tarek, évidemment. On rattrape toujours. L'effort et le réconfort. Oui. Bon, ok. Il est temps pour moi de balancer la pub. Donc, et on se retrouve dans un instant pour passer totalement autre chose. Je vous explique tout dans un instant. On va parler d'Algérie et de cette affaire, de l'assassinat de Jamel Besmaïn. Puis je vous soumettrai aussi à une petite question en rapport avec cette émission qui, vous le savez, demain soir sera en vacances.
Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusqu'à 18h évidemment avec la belle histoire qui est en pleine écriture. Ça va, la belle histoire inspirée par cette émission pour l'instant ? Absolument, très bien. On a enchaîné une page entière. Ah oui, déjà. Le début de la oui. Donc j'ai intérêt d'être à l'heure pour que tu puisses avoir le temps, voilà, que les auditeurs puissent apprécier, voilà. Tarek Sassi est avec nous. On a parlé donc des difficultés des salles de sport, des salles de musculation avec la mise en place de ce pass sanitaire. Nous étions avec 2 grands coachs influenceurs qui sont avec nous et qui sont suivis sur les réseaux par beaucoup de monde. Donc voilà, Marvel Fitness et Nash Befit qui étaient avec nous il y a quelques instants. On les salue, on les remercie une nouvelle fois. Pour l'heure, on va enchaîner tout de suite sur France Maghreb 2 avec vous parler de cette affaire, de cette histoire horrible qui s'est déroulée en Algérie. C'est toute une foule qui s'est littéralement jetée sur le sort de Jamel Ben Smaïn en Algérie. Vous avez suivi ça, cette affaire sur les réseaux bien sûr, également dans la presse, avec bien entendu ce lynchage, cet assassinat, cette monstruosité, cette atrocité de l'acte de Jamel Ben Smaïn qui a été donc lynché et brûlé par la foule. Alors évidemment il y a eu une enquête, beaucoup d'arrestations, plus de 60 personnes ont été arrêtées. Et s'est tenu hier un conseil de sécurité présidé par le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, qui en a découlé sur le fait que et l'assassinat et les incendies survenus quelques jours auparavant en Algérie, dans une trentaine de wilayas qui ont fait plus de 90 morts selon le dernier bilan officiel, seraient d'origine criminelle bien sûr pour les incendies. Et bien derrière ces actes odieux et horribles se cachent plus maintenant, à en croire en tout cas les autorités algériennes et quelques spécialistes, le MAC qui, et vous le savez, le mouvement autonomie de la Kabylie, avec un certain Farhat Menni, et Rachad qui est un mouvement un peu extrémiste, on peut le dire. Donc voilà pour cette affaire. Qu'est-ce que ça vous illustre évidemment ces révélations qui sont tombées, donc les autorités algériennes qui ont décidé donc de renforcer la sécurité à leur frontière ouest avec leurs voisins marocains. Puisque derrière le MAC par exemple, le financement, on parlerait, c'est pas moi qui le dis, ce sont là les autorités algériennes, de l'influence du Maroc derrière. C'est tenu d'ailleurs le 12 août dernier la visite officielle d'un premier ministre israélien en terre marocaine, ministre des Affaires étrangères, qui sur les terres marocaines n'a pas hésité à s'en prendre directement à l'Algérie. Selon El Nahar, dernière information qui est tombée hier, ce serait tenu une réunion secrète à Paris le 12 août dernier en présence donc de Farhat Menni, donc du MAC, Zetot, qui est quelqu'un de très suivi sur les réseaux, affilié plus à Rachad, et un responsable militaire marocain, sans oublier aussi une autre personnalité d'Israël qui était présent dans cette réunion secrète. Donc beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, et on peut dire que dans cette affaire, et comme dans beaucoup d'autres, les Algériens se sont lancés à corps perdu dedans, puisque la police, les autorités judiciaires de l'Algérie emploie une nouvelle méthode de communication qu'on a pu observer avec des conférences de presse assez régulières pour nous tenir au courant un petit peu des dernières révélations des affaires, et pour le coup les Algériens qui s'y mettent, qui travaillent et qui aident la police à faire ces enquêtes. Quand on voit apparaître des noms, tout de suite les Algériens sur les réseaux sortent des photos pour illustrer tel ou tel personnage avec telle ou telle organisation. Voilà, il y a un véritable engouement, j'ai envie de dire, de la population algérienne qui a envie que justice soit faite par rapport à ce qui a été fait, voilà, bien entendu, sur cette affaire. Alors si vous souhaitez nous en parler, vous êtes les bienvenus, 01 40 33 9000, avec les éléments que nous avons
ne sert à rien de faire dans l'expectative et de se lancer dans des anathèmes envers qui que ce soit. Voilà, ces éléments sont là, on vous les donne, ils sont factuels. Après, vous en faites ce que vous voulez et à chacun de nous dire s'il a envie de le faire, ce qu'il ressent. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Pensez également, mon cher Tarak, à la Tunisie, parce que la Tunisie qui fait face aussi, on en parle beaucoup des feux en France là en ce moment, mais également en Tunisie. D'ailleurs, pour la petite histoire, la Tunisie qui a voulu aider son ami, son frère algérien lors des incendies et qui a dû reprendre son appareillage illico presto parce que la Tunisie fait face aussi encore aujourd'hui à des feux assez importants, mon cher Tarak, en Tunisie. Oui. Encore une fois, on a aussi une spéculation sur une influence politique sur ces incendies. Ces incendies, de toute façon, qui ont lieu en Turquie, en Grèce, un peu partout. On sait très bien qu'ils sont criminels. Beaucoup appellent à la crise écologique, au réchauffement climatique. Moi, je suis pas un expert là-dessus, mais c'est des régions où il y a toujours eu ce genre de chaleur. Il y a déjà eu des pics de chaleur à 50 degrés. Je les ai déjà vécu en Tunisie, ou même en Algérie, au Maroc. C'est pas inédit. Et là, franchement, il y a comme une destruction du littoral et des pays méditerranéens à travers ce feu, et c'est créé encore plus de crises, et je suis dégoûté en fait des divisions que ça crée. Aussi bien quand tu me parles de ce qui se passe entre la Kabylie, l'Algérie, le Maroc, tout ça, parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, vraiment, on a atteint une ère de progrès qui fait que normalement on devrait avancer, et non, au contraire, on fait que reculer. Et comme je te disais tout à l'heure, dans le quartier où je vis, c'est le Moyen-Âge, j'ai l'impression que là aussi c'est pareil, parce que l'exécution de ce pauvre homme Jamel qui est venu, Ismail. Jamel, qui est venu aider, c'est horrible. C'est horrible, et comment ça s'est baladé, ça s'est répandu dans les réseaux sociaux, c'est horrible, ça a choqué tout le monde. Alors heureusement que finalement les Algériens sont assez vaillants et un peuple mature, parce que aurait pu laisser transparaître une espèce de division et une haine qui s'installerait, c'est ce que d'ailleurs ceux qui sont derrière ça ont voulu créer, entre berbères, entre kabyles et arabes. Et tout de suite, les Algériens, que ce soit du côté de la Kabylie ou du côté des régions plus arabophones, ont tout de suite dit non et ont refusé catégoriquement à la division. L'Algérie est un seul pays uni, et ça a été rappelé par beaucoup de personnes et par beaucoup d'Algériens aussi sur les réseaux, dans les messages. Voilà, il y a un seul pays qui s'appelle l'Algérie. Basta, on va pas commencer à faire de désunir et de séparer les peuples, même si tant est que ça a été tenté par des influences étrangères, notamment par l'émission d'une certaine carte avec des frontières. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des tentatives de division, et heureusement, ça n'a pas fonctionné parce que le peuple algérien se bat, qu'ils viennent de Kabylie ou de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, pour un seul et unique pays qui s'appelle l'Algérie. C'est très important, et c'est vrai que parfois, et de manière peut-être pas forcément sciemment, mais quand quelqu'un nous dit ouais, t'es de quelle origine, je suis kabyle, tout de suite je reprends en disant excusez-moi, mais il me semble que la Kabylie n'est pas un pays mais une région. Voilà, je peux dire je suis algérien de la région de Kabylie, parce que commence là l'espèce de désunion, et je sais qu'en France on aime beaucoup jouer avec ça, c'est-à-dire voilà, t'es kabyle, t'es pas pareil, c'est pas pareil, tu vois, et ça il faut le refuser catégoriquement, il faut le combattre, parce que l'Algérie est un seul et unique pays, tout simplement. Allô, qui est avec nous? Bonsoir, c'est Jamel. Bonsoir mon Jamel, comment ça va? Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Écoute, on va très bien mon Jamel. Ouais, moi je voulais juste rappeler une information qui est quand même importante et capitale. Oui, rappelle-nous. Bien capitale. Ouais. Faut savoir que les services secrets algériens, ça date de Ouari Boumediene, avait donné le pouvoir des services secrets aux Kabyles. La plupart, ce sont des Kabyles, ce sont des vrais patriotes algériens. Faut pas l'oublier. Faut pas, je veux dire tous les Kabyles sont mauvais. Non. Moi, je connais beaucoup de Kabyles qui sont très bien.
Il s'agit pas, Jamel, c'est important de le rappeler, il s'agit pas de dire que de stigmatiser une région ou une population par rapport à une autre, et de rappeler constamment que tu sois de Kabylie, de l'Oranais, du Sahara ou d'Alger, vous avez ce point commun qui vous unit, qui s'appelle l'Algérie. Voilà, exactement. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai plein d'amis kabyles qui vivent dans ma région. Moi, je suis de l'Est, je suis Chaouli. Bien sûr. Et on s'entend très bien. Et ils sont une minorité, ces Kabyles qui prétendent demander une certaine indépendance ou aller voir Israël ou voir Maroc. Ça s'appelle le MAC. Ça s'appelle le MAC, Jamel. Faut les nommer. Non, faut les nommer, c'est important. C'est le MAC. Ouais. Voilà. Ouais, qui est considéré comme une organisation terroriste d'ailleurs. Ouais, oui, exactement. Ils sont qu'une minorité. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça en Kabylie. Dire qu'ils sont le MAC ou ils veulent diviser le peuple. Ils n'y arriveront pas. Parce que les services secrets, c'est les Kabyles qui s'en occupent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci mon Jamel, en tout cas, merci à toi. Beaucoup. 01 40 33 9000. Ça, c'est beau, ça. Ils n'y arriveront pas, et c'est vrai qu'il ne faut pas absolument tomber dans ce piège. Et je sais qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, on avait ces débats, effectivement, quand il y avait des tensions extrêmes dans la région de Kabylie, etc. Voilà, beaucoup nous appelaient en disant oui, mais les Kabyles ceci, les Kabyles cela, les Arabes ceci, les Arabes cela. Ce genre de débat n'a plus lieu et normalement n'aurait jamais dû avoir lieu. Et quand on a ce genre de débat, c'est tomber dans un piège que les pourfendeurs, que les assoiffés de violence et de haine et de division veulent vous faire tomber, c'est-à-dire voilà, vous désunir, vous séparer, alors qu'il n'a évidemment aucun intérêt à le faire, parce que d'abord on vient tous d'un même pays. Voilà, c'est par exemple Tarek qui me dit moi je suis de Bretagne. Ouais, mais t'es français mon Tarek par exemple, tu vois. Ce qui est pas le cas, il est pas de Bretagne, hein. Je ne crois pas en tout cas. Je suis de Paris moi. Ouais, t'es de Paris, voilà. Moi je suis de Paris, moi je suis de Marseille, mais en fait ce qui nous unit, on est français quoi. Voilà. Donc si vous voulez nous en parler évidemment 01 40 33 9000 pour dire un petit peu si vous avez suivi un petit peu cette affaire de Jamel Bensebaïn. Et ce qu'il faut saluer, donc je disais, c'est cette nouvelle communication de cette Algérie un peu nouvelle pour le coup, qu'il faut saluer avec ses conférences de presse, avec cette enquête qu'on arrive à suivre comme ça, avec son lot de révélations quotidiennement. Voilà, après on en fait ce qu'on en veut évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout est transparent, etc. Mais en tout cas, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est vrai que ça a un petit peu évolué et changé pour le coup, et c'est à saluer. Bonsoir, qui est avec nous? Sonia de Paris, bonsoir. Bonsoir Sonia, comment ça va? Moi, je voudrais réagir. Je suis émue, ça fait une semaine, j'ai pas dormi avec cette affaire-là de Jamel. Attendez, parce que depuis une semaine, il y a que sa tête dans ma tête. C'est la première fois que je regarde un truc comme ça, je ne peux même pas regarder. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ça traumatise. Ouais, bien sûr que ça traumatise. Choqué. Franchement, d'habitude, je regarde même pas, c'est la première fois que je regarde une vidéo comme ça. Franchement, je suis choquée, je sais même pas comment l'être humain il a pu lui faire ça. C'est inhumain. Franchement, il y en a même pas qui a arrêté tout ça. Franchement, je suis choquée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée, j'arrive même pas à dormir. Sa tête, elle est dans ma tête. C'est un grave traumatisme. Hein. Oui, c'est un traumatisme. Franchement, je déconseille à n'importe qui de ne pas regarder ces vidéos-là. Et franchement, je suis fière des Algériens, ceux-là qui dénoncent les personnes qui ont assisté à ce massacre. Franchement, force à eux, courage à eux. Ce qui est malheureux, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a été amené à la voir parce que c'est suggéré sur notre fil d'actualité. Oui, voilà, c'est ça. Et ça nous hante. C'est comme toutes ces images d'exécution qu'on avait eues à l'époque de Daesh, tous ces massacres de la guerre avec les États-Unis, l'Afghanistan, l'Irak, et c'est des trucs qui, voilà, je veux dire, on a envie de vivre tranquillement, et quand on voit toute cette horreur, elle vient en nous, et c'est une souffrance qui nous habite. Et moi-même, je comprends en fait ton émotion, parce que quand j'en parle, j'ai la même émotion que toi. Tu vois, j'essaie de rester fort, mais je comprends ta douleur, et je pense même que ça va nous traumatiser psychologiquement, ça, ce genre de choses. Voilà. En plus, moi, le pire, d'habitude, je regarde pas ces vidéos-là. Et tout le monde en parlait, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Après, j'ai regardé, là, c'est même pas la peine. Depuis une semaine, j'arrive même pas à dormir, elle est dans ma tête tout le temps. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour que les criminels qui lui ont fait ça, qu'ils soient arrêtés.
Franchement, c'est inhumain, mais c'est dégueulasse. En ce moment, Sonia... Je me suis dit, les jours où ils l'ont tous tabassé dans le dehors, j'ai dit, pourquoi les policiers n'ont pas tiré sur la foule tellement que j'avais la haine. Bah oui, mais franchement, c'est dégueulasse. Sonia, tu sais qu'il y a une affaire en ce moment qui circule, parce que tu sais qu'en Algérie, il y a 42 millions d'enquêteurs en Algérie en ce moment, faut le savoir. Et là, en ce moment, il y a une grosse polémique autour de l'avocat de la famille de Jamel Ben Smaïn, parce que cet avocat, les Algériens ont ressorti des photos avec le drapeau du MAC au stade de la JSK. Il s'avère que ce monsieur est un proche de Farhad Menni, donc tous les Algériens demandent à ce qu'il ait un peu d'honneur et qu'il se désengage de cette affaire et qu'il ne défende pas les intérêts de Jamel Ben Smaïn, puisque le MAC, disons-le, selon les autorités algériennes, RHT serait derrière cet assassinat terrible et horrible. Effectivement, et même parmi ceux qui étaient là et qui ont participé au lynchage de Jamel Ben Smaïn, il y a des avocats, il y a des gens très bien placés. Voilà. Ça, j'ai vu. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Sonia, et je pense que Jamel représente le symbole de l'union algérienne. Voilà, n'ayons pas peur de le dire. Voilà, il représente aujourd'hui cette union, que cette Algérie belle et grande et unie, qu'on n'arrivera pas à défaire quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai. Franchement, paix à son âme. Et force à sa famille. Courage à toi. Merci Sonia, en tout cas. À très bientôt, ma Sonia. Bon courage. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'est horrible. C'est vrai que les réseaux sociaux nous plongent dans la réalité du monde d'aujourd'hui, hein, mon cher Tarek. Imagine-toi que ça serait passé il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ça n'aurait pas eu autant d'impact. Parce que les images n'étant pas là, après, tu sais, la spéculation amène parfois des choses. Voilà. Et finalement, ça a du bon et ça a du mal, mais je pense quand même qu'en matière de vérité, de relativiser, enfin, d'avoir un exemple concret de ce qui se passe réellement dans le monde, ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe. On n'est pas obligé de les regarder, les images, après. Hein. Voilà. Allô, bonjour, qui est avec nous ? Très bien, ça a raccroché par ici. 01 40 33 9000. Vous pouvez prendre la parole pendant quelques minutes encore pour ce sujet, bien sûr, gravissime pour cette affaire de Jamel Ben Smaïn, Allah rahmou, assassiné lâchement en Algérie par une foule j'ai pas de mots en fait pour qualifier ça, tellement c'est horrible et atroce. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Abdelkrim de Reims. Abdelkrim, marhaba bik. Marhaba bik. Bon, je vous appelle, moi je suis de Michli, de Ain Hammam. Oui. Du coup, en fait, pour Jamel, ça, il n'y a pas de débat en fait. C'est inhumain, ce qui s'est passé, c'est inhumain. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut voir, que l'État algérien a vidé le sens de l'État au pouvoir en fait. L'État algérien n'a pas protégé Jamel. L'État algérien n'a pas porté secours à 3 départements incendiés. Moi, mon père, il a failli perdre sa vie. Il n'y a personne qui est venu l'aider, en fait. L'État algérien, en fait, a laissé des militaires dans un pareil. Il y a les 25 militaires, ils étaient décédés à quelques kilomètres de l'Arba'a, entre l'Arba'a et Al-Hammam. Il n'y a personne qui les a fait courir, en fait. C'est ça le débat, en fait. Il y a un échec partout, total, en fait. C'est l'échec de l'État. Après, on dit que le MAC il rachète. Là, c'est une blague. Le MAC il rachète ensemble pour faire. C'est le MAC qui rachète. Tout le monde connaît en fait. Oui, tout le monde connaît, oui. Qui était en désaccord total et qui se sont un peu réconciliés au travers du Hirak après. Non, c'est pas possible. Même à la place de la République à Paris, c'est toujours les problèmes, ça vient entre les tensions entre le MAC et Rachid. Oui, je sais très bien. T'inquiète pas, on est au courant. Il peut. C'est ça, en fait, ça tient pas la route. Après, un dernier élément, il y a des conférences de presse. Bon, il y a un premier communiqué de procureur de la République de l'Arba'a Diratan. Et 3 jours après, conférence de presse de la police. C'est contradictoire, en fait. Qui est vrai? C'est la police ou le procureur de la République, en fait. C'est ça qui est dommage. Le vrai sujet, il y a une région là de dévastée. Là, il ne reste plus rien. C'est une région. Il y a presque 200 morts dans la région. Non, il n'y a pas 200 morts. Pardon, il n'y a pas 200 morts. Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres, parce que, pas toi, personnellement, mais j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux des 150, 160 morts. Il faut juste arrêter. Oui, il y a 160. Non, mais tu ne peux pas dire ça. T'as pas la capacité de nous dire qu'il y a eu autant de morts. Il y a un bilan officiel, après on en pense que l'on veut, hein, évidemment.
Il est de 90 morts, ça suffit déjà. Il y a beaucoup trop de morts. C'est très grave, déjà un mort, ça suffit. Pourquoi aller chercher des nombres inqualifiables? Vous pouvez croire au bilan officiel. Mais quelle est ta preuve? Quelle est ta source, mon ami? Je suis de Ain Hammam. Oui, mais alors, tu vis pas là-bas, t'es ici, t'es à Paris. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a eu 200 morts? Vas-y, je t'écoute. Pardon? Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a eu 200 morts? Par des informations qui viennent de la région. Ouais, d'accord. Donc, de bruit à oreille, comme ça, apparaît 200 morts. Il y en a eu 90 selon un bilan officiel. 90 morts, c'est pas assez. Mais comment ça, c'est pas assez? C'est déjà trop. Il y a 90 morts. Non, il te pose la question, en fait. Non, mais c'est déjà trop, 90 morts. Bien sûr que c'est déjà trop. Même un, déjà, c'est trop. Un, exactement. Un, c'est déjà trop. Pourquoi en vouloir en rajouter? Je ne sais pas pourquoi. Justement, moi, le sujet, en fait, l'État n'a pas réussi à porter secours. Et c'est l'échec de l'État. Quand on perd 90 morts dans des incendies, c'est quand même grave. D'accord, donc c'est plus de 200 morts. Très bien. Merci Abdelkrim, en tout cas. Merci de ton appel. Au revoir. À très bientôt. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler sur France Maghreb 2. Il est déjà 17h45 minutes. Et j'aimerais laisser la place à notre ami La Belle Histoire qui va nous faire le résumé de cette émission dans un instant. Et si on a le temps, juste derrière un petit Libertad. Et j'aimerais, dans le cadre de Libertad, comme c'est l'avant-dernière de la saison, c'est l'heure aussi du bilan de cette saison radiophonique du LGF qui s'achève sur France Maghreb 2 pour en démarrer une nouvelle en septembre, le 6 septembre prochain. Et nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette émission, vos remarques, vos critiques, parce qu'il n'y a que les critiques positives qui font avancer les choses. Eh bien écoutez, moi je suis tout à fait preneur et prêt à vous écouter sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans cette radio, ce que à titre personnel aussi, peut-être que je peux agacer parfois, je froisse parfois les esprits, mais il faut de temps en temps un petit peu, ça fait du bien. Nous dire un petit peu votre ressenti en tant qu'auditeur. Vous pourrez le faire dans le cadre de Libertad juste après La Belle Histoire qui arrive dans un instant sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et je suis assez fier de moi pour le coup parce que pour une fois, je vais pas presser La Belle Histoire, il va avoir le temps de prendre le temps dans sa chronique, de nous faire le résumé de cette émission de ce 19 août sur France Maghreb 2 et permettez-moi à titre personnel d'avoir une pensée pour une amie qui va enterrer sa maman demain. Nous étions ce matin à la prière de Jenaza. Voilà, beaucoup de courage à la famille Djiridi, bien sûr, pour la perte de cette grande dame. Allah rahma. Dans un instant, Libertad, vous allez pouvoir nous dire ce qui m'intéresse un peu aujourd'hui dans ce cadre de Libertad, l'avant-dernier, avant les vacances, c'est que vous puissiez un petit peu nous faire vos retours par rapport à l'émission en tant que telle qui est maintenant présente depuis plus de 10 ans sur France Maghreb 2, tous les jours de 16h à 18h, rejoint récemment par Tarek Sassi et d'autres. Et La Belle Histoire aussi, à qui je cède le micro pour nous faire le résumé de cette avant-dernière émission de ce jeudi 19 août. La Belle Histoire, on t'écoute. La chronique de ce soir s'appelle Absurdistan. L'Organisation des Nations Unies démunie par les munitions des talibans qui, assis sur un banc, tarit d'éloges funestes par la communauté internationale, gagne la bataille à la Sankoukaï, désolant Hamid Karzai et forçant l'ONU, mise à nu, à chanter tel Rikazaraï, sans chemise, sans pantalon. Car en effet, l'Occident connaît un regrettable accident de parcours de 20 ans de guerre qui, après avoir mouillé la chemise de ses soldats, est dépourvu de tout pouvoir en ayant sous le pantalon le courage d'imposer la paix. C'est la pantalonnade escalade, l'islamisme impose le ton à la Taliban. Résultat des courses, les Kazakhs afghanes jouent leur survie à celui qui sautera, au sens propre comme au figuré, dans le premier avion, rappelant aux Occidentaux leur promesse d'aide et assistance en toutes circonstances. Je pense en ce moment au commandant Massoud, qui de là où il est aurait les yeux qui piquent, car Massoud caustique aurait éradique le taliban moustique, mystique personnage au destin chimérique, tant l'Afghanistan n'a pas fini de bannir de son histoire chaotique, victime du tic historique du risque terrorisme, où sa population goûte à des libertés épisodiques, les femmes destinées au pire engrillagées, dominées par des hommes embrigadés reconstituant l'empire.
À chaque séisme, Haïti prend la douche froide, celle de l'indifférence. Haïti douche. En 2010, le précédent séisme a mobilisé le monde entier. Aujourd'hui, le monde à moitié veut profiter de la Dominicaine République touristique, considérant Haïti au mépris, république de la tourista misérable. Un pouvoir politique fragile où le président fut assassiné 2 mois auparavant, Jovenel Moïse n'a même pas eu le temps d'ouvrir la mer des Caraïbes en deux, abattu par un commando armé. Abattu, l'hélas, sa population par manque de commandement premier, par tant de désolation d'édifices ruinés, par des proches des Haïtiens, comme les poches des Haïtiens aux joues des gangs et des cartels sous table de corruption généralisée. La communauté internationale regarde avec des yeux éloignés la détresse des pays et d'un pays sclérosé en plaques tectoniques. À la une de l'actualité, Haïti subira l'oubli coupable des nations hypocritement unies, désunies de leurs membres supérieurs comme inférieurs, la sclérose en plaques politiques en sinistre héritage. Christophe Roux s'est rendu coupable avec le catcheur Tarak d'un délit majeur, trafic d'influenceurs. Mise en examen avec Najbi Fit et Marvel Fitness, coach fitness sportif où Najbi se compare au Pierre Bellemare de la gonflette, Marvel Fitness forme les futurs super-héros du quotidien, sont vent debout contre le pass sanitaire imposé aux salles de sport, déjà très durement touchées par la crise actuelle. Entre le sport à la Jean-Michel Blanquette de Vaux, très gras, besoin de fitness, la mise à nu d'un secteur sport-loisir par la Maricénée à nous, avec la complicité du véreux Véran pour soulever le vérin hydraulique sanitaire qui de mieux que Marvel et les comics du fitness à la nage pour la team BFIT. Sinon, Tarak apposera une prise de catch au ministre. Tarak s'assit tandis que moi je suis debout en ovation standing. Quant aux franchises, vos services communication vous obligent au manque de franchise, dommages et intérêts. Algérie. Combat les incendies, la tyrannie ayant pris la vie d'un valeureux citoyen érigé en martyr face à l'émotion des passions déraisonnées. Symbole de l'union algérienne, Djamel Ben Saïd doit avoir l'honneur rendu à la générosité qu'il représentait. Ce que l'on doit retenir de lui, c'est ça, et point de commentaires superflus. En résumé, nous avons eu le politologue Pascal Drouot qui aurait besoin de son frère Jean-Claude Drouot, qui, comme Thierry, organisera la fronde en Haïti. Nous avons eu les 4 fantastiques que sont Najbi Fit, Christophe, Marvel et Tarak. Et moi, je craque. Je craque littéralement. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi comme Marx. Dormir un petit peu. Moi, dors-moi. Oh, joli, bravo. Bravo la belle histoire, bravo. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Tarak ? Bon, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. C'est du très... faut virer des gens à la télé, là. Faut le mettre, lui, hein. Ah ouais, pas mal. T'aimerais bien aller dans quelle émission, mon la belle histoire, tiens ? J'ai pas d'émission en particulier. Je pense que j'aimerais aller dans une émission qui soit la mienne. Ouais. Bravo. T'aimerais faire ton émission ? Voilà, absolument. Il y a des demandes. Vous savez, c'est la fin de la saison, là, ça y est, ça demande, là, ça y va. Ah, ça commence. Allez-y, 01 40 33 les amis, 01 40 33 9000 pour Libertad, le moment de nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'émission, vos retours, ce que vous appréciez, ce que vous aimez pas, le ton, les chroniqueurs, la belle histoire, bref, allez-y, lâchez-vous. C'est Libertad qui va être consacré pour ces deux dernières émissions de la saison à vos retours. En tant qu'auditeur, auditrice, vous qui nous supportez au quotidien, France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous. Allô ? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom ? Oui, Karim de Metz. Bonsoir Karim de Metz, on vous écoute cher Karim. Ouais, je voulais répondre au monsieur déjà qui avait parlé tout à l'heure de mettre toute la faute sur l'État. Le feu, il était tellement criminel et préparé que même avec 40 Canadaires, entre guillemets, ça aurait été difficile de ne pas avoir de victimes dessus. Et de dire que c'est pas le problème, entre guillemets, que c'est pas le débat de Djamel, franchement, c'est pousser le bouchon un peu trop loin, moi je pense. C'est ça le problème, et heureusement les Algériens sont intelligents et politiciens. Ça fait que, en fin de compte, ils voulaient désunir, mais ils ont fait juste unir. Et voilà. Et je voulais juste terminer aussi que franchement, quelquefois, le silence, il est lourd. Moi, je comprends les Marocains au Maroc, ils peuvent pas parler. Mais ici, franchement, leur silence, il est un peu lourd d'accepter les accords et tutti quanti qui se passent. Et regarder tout ça avec le silence. Voilà.
Quelquefois, le silence est une réponse. Merci mon Karim, c'est ton avis, c'est ton point de vue. À très bientôt, 01 40 33 9000 pour Libertad. Les quelques 2-3 minutes qui nous restent, appelez-nous. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Abdelkader. Abdelkader, vous nous appelez d'où, c'est Abdelkader? De 91 monsieur. On vous écoute, c'est Abdelkader. S'il vous plaît, vous me coupez pas, s'il vous plaît. Ah bah si vous dites pas de bêtises, non, je vais pas vous couper. Non, je ne veux pas de bêtises. Bon bah alhamdoulilah. Concernant Jamel Ben Smaïl. Ouais. Les charognards, ils ont fait ça. Donc les Kabyles. Les Kabyles, moi j'ai travaillé 10 ans avec eux. Ils ont la jalousie, ils ont le racisme, ils ont tout. Tout. Bah voilà, je suis obligé de te couper mon ami, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi-même tu m'avais prévenu en même temps, hein, donc je suis obligé de te couper. C'est pas parce que c'est Libertad qu'on a le droit de raconter des conneries, Abdelkader. C'est tombé dans un... Je répondrai même pas. Les humains, moi, veux pas que tu me coupes. Les humains, non, mais ils aiment pas les Martiens. Il est trop fort parce qu'il dit. Tous les indices du monde. C'est ça. Non mais je veux dire, j'espère que tu vas pas me couper parce qu'il savait déjà qu'il allait dire une connerie, tu vois. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom. Oui, ça va. Prénom. Sofiane de Paris. Sofiane de Paris, on t'écoute, mon ami Sofiane. Bon, j'appelle un peu pour l'affaire de Jamel, là, le pauvre monsieur qui est mort, là, parce que ça fait quand même mal au cœur. Mais moi, j'en suis sûr à 200% que c'est l'État algérien qui l'a tué. Parce que c'était un Hirak, et puis il avait un peu de pouvoir, on va dire, en Algérie, il faisait du bruit sur Internet, et il dérangeait. Moi, je suis sûr que c'est l'État algérien qui l'a tué. Et quelles sont tes preuves? Sur quoi se fondent ces certitudes, cher ami? Les preuves, c'est que déjà, il a été arrêté, juste avant les événements qui se passent en Kabylie, qui a eu le feu. Il a été arrêté, il a été mis en examen. Et en plus de ça, ce qui est vraiment bizarre, c'est que la police l'ont laissé se faire extraire du camion alors qu'ils étaient juste devant un commissariat. C'est quand même bizarre comment ils ont agi les flics en Algérie. Moi, je pense qu'ils sont complices parce que c'est pas normal qu'ils ont laissé faire les gens comme ça. Après, ils sont tombés sur des débiles là-bas sur place, ils ont tout mélangé, ils sont bêtes. Et Miskin était au mauvais moment. Mais moi, je suis sûr que c'est l'État qui dérape tout ça. Pour calmer un peu la population, leur faire peur, Très bien. Comme ils ont fait pendant 10 ans. Hein. Ils ont tué 200 000 personnes et peuvent mieux en tuer encore un. Ça les dérange pas. C'est ton avis. C'est un avis d'ailleurs qui est assez important ici en France. Beaucoup moins en Algérie. Voilà, je tiens à le dire. Beaucoup moins en Algérie. C'est vrai que ce genre d'analyse, en tout cas, moi personnellement, je vois pas aucun intérêt à ce que l'État algérien puisse faire une horreur pareille. Mais bon. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, évidemment. Mais c'est un avis qui est très très présent en France, principalement. Allez, on en prend un dernier. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Mohamed de Paris. Bonsoir, Mohamed de Paris. Voilà, je voulais seulement intervenir, faire une petite intervention. Tout ça pour expliquer que... Parle bien devant ton téléphone, Mohamed, s'il te plaît. Oui, pardon. En fait, il faut être logique, en quelque sorte. Déjà, pour parler des feux de forêt, tous les pays méditerranéens, ils ont souffert justement de ce feu de forêt parce qu'il est assez spécial. Tout à fait. Ils dépassent rapidement. Donc, ils brûlent à 100% les arbres et la végétation, c'est-à-dire qu'il fait que se déplacer à la vitesse de l'eau, quoi. Et il y a ceux qui disent oui, c'est l'État. En fait, si c'est l'État, pourquoi il y a des militaires qui sont morts? C'est ça. Et voilà. De deux, c'est vrai, on peut accuser l'Algérie de ne pas avoir de Canadair et tout ça, mais on n'a pas pour habitude d'avoir ce genre d'incendie, quoi. Il y en a régulièrement quand même. Chaque été en Kabylie, c'est régulier les incendies. Mais d'une telle ampleur, oui, c'est vrai que c'est très rare, heureusement. Oui, ils arrivent toujours à l'éteindre, mais un feu qui se déplace aussi rapidement que celui-là... Il y en a une trentaine d'allumés en même temps, donc forcément, ça a eu de l'impact. Hein. Oui, voilà. Ah oui, on parle de 30 incendies à allumer quasiment en même temps. À des endroits différents. Effectivement. Donc, merci Mohamed, je suis obligé de te laisser parce que c'est la fin de cette émission. En tout cas, merci d'avoir pris la parole. Je vous en prie, bon courage à vous. Bon, vous avez remarqué, j'ai demandé des retours sur l'émission, on nous a que parlé de l'Algérie. Bon, écoutez, c'est votre choix, c'est Libertad en même temps. Moi, je me plie, voilà. Et vous avez compris que même dans Libertad, si on dit des conneries et si on a des propos racistes, ça dégage, hein, évidemment. Libertad, c'est pas non plus le droit absolu à dire n'importe quoi.
Si on peut dire ce qu'on veut, effectivement, et intervenir sur le sujet. Je voudrais dire un truc, je veux pas que tu me coupes, hein. Je voudrais dire un truc. Non, les rats. Oui, les rats. Oui, c'est horrible. C'est horrible, on est d'accord. Merci beaucoup Tarlac. Et merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, La Belle Histoire. À demain, donc en différé pour une chronique consacrée à Europa, la nouvelle radio. Hein, on va parler d'une autre radio, dites donc, demain avec La Belle Histoire. Et puis une petite surprise pour la dernière de la saison, La Belle Histoire. C'est bien cela? Absolument. Rendez-vous demain. Dans un instant, pour un peu vous divertir et vous détendre, et ça fait du bien en ces temps difficiles. Medjahed pour la Roubla à suivre. Bonne soirée. À demain pour la DER avec Soraya Rachedi et Farid Temsamani demain pour m'accompagner. Ciao à tous.